Bonjour Olivier Véran. Bonjour Adrien. Merci beaucoup d'être là ce matin. Dernière ligne droite donc pour la réforme des retraites. Vous ne voulez pas de 49.3, mais pouvez-vous exclure d'y recourir? Alors je m'attendais à cette question, oui. Adrien. Et moi j'espère avoir votre réponse. Et je vais vous dire une chose, je l'ai dit hier et je l'assume, nous ne voulons pas renoncer, nous ne renoncerons pas à notre réforme des retraites parce qu'elle est importante pour l'avenir de notre modèle social, parce que nous travaillons dans la concertation depuis des mois, qu'on a fait évoluer notre projet. Et le chemin démocratique que prend le texte est un chemin qui nous a permis de faire adopter le texte par la majorité sénatoriale, qui n'est pas, vous l'aurez remarqué, la majorité présidentielle. Absolument. Ça veut dire qu'on s'inscrit pleinement dans ce que nous ont demandé les Français lors des élections législatives, à savoir, on vous donne une majorité, mais pas une majorité absolue, pour vous pousser à trouver des accords, texte par texte après texte, avec des députés des oppositions. Mais donc, vous dites, nous ne renoncerons pas à notre réforme des retraites. Moi j'entends, donc, nous passerons par le 49.3 s'il y a un risque que nous soyons battus au vote. Mais Adrien Gendre, on n'est pas dans la situation où notre texte de loi aurait été refusé par le Sénat. C'est l'inverse, ils l'ont voté, avec une majorité très large. On n'est pas dans une situation où ce que nous demandons aux Français, c'est-à-dire travailler progressivement un peu plus longtemps, sans augmenter les impôts, sans augmenter la dette, sans baisser les pensions de retraités, ne ferait pas partie du programme politique du principal groupe d'opposition au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et on n'est pas dans un contexte où les uns et les autres seraient bloqués, refuseraient de travailler avec nous. Donc j'ai envie de vous dire que le vote par le Sénat de notre projet de loi montre qu'il y a un chemin pour que nous obtenions non seulement un accord en commission mixte paritaire mercredi, quand on met ensemble des députés, des sénateurs... Les 7 députés, 7 sénateurs qui vont se réunir pour faire une version commune du texte. Et qu'on peut se dire qu'un texte qui aurait été adoubé, largement voté, largement, nous l'espérons, par des représentants des deux chambres, a vocation à être adopté par les deux chambres. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes rallié à l'avis de Laurent Berger, qui dit « ce serait une forme de vice démocratique que la fin de l'histoire soit un 49.3 » Attendez, pardon. Vous voulez me lancer sur le 49.3. D'abord, c'est un outil constitutionnel. Ça a été dit sur votre plateau, j'entendais il y a quelques minutes, qui a été utilisé, réutilisé, et énormément même utilisé sur certains mandats. C'était le cas de Michel Rocard, qui a adopté des réformes d'ailleurs importantes pour le pays. On l'a fait, moi, quand j'étais député socialiste sous le quinquennat Hollande, notamment les réformes travail. Y compris pour faire passer la loi Macron, que le ministre de l'économie de l'époque d'ailleurs, à l'époque, avait le soutien de certains syndicats réformistes, y compris le texte a été adopté par 49. Donc c'est pas un tabou. Donc c'est pas que c'est pas un tabou. Oui, c'est pas un tabou, c'est un outil constitutionnel, mais c'est pas un tabou, mais c'est pas non plus une option qu'on utilise. Là, vous n'allez pas me faire un bandeau avec marqué le 49.3 n'est pas un tabou. On n'est pas dans cette logique-là. On n'est pas en train de penser. C'est pas une option qu'on utilise. C'est une option qu'on pourrait utiliser. Mais je vous donne un contre-exemple. Lorsqu'on a fait adopter le budget il y a quelques mois au Parlement, j'étais sur votre plateau, vous m'aviez posé la question du 49.3. Je vous avais dit bah oui, c'est une option parce que regardez, tous les groupes d'opposition ont dit on ne votera pas. Donc sur le papier, il n'y a pas moyen de dégoter une majorité pour ce texte. Donc comme on ne va pas renoncer au budget, on va passer par un 49.3, c'est possible, c'est probable. Bon, là, on n'est pas du tout dans la même situation. Parce qu'on n'a pas des groupes d'opposition qui disent tous, on ne votera pas. On a même le patron des Républicains et les présidents à l'Assemblée et du Sénat du principal groupe d'opposition qui disent, bah nous... Il y a eu un travail qui a été fait, on a été écouté, on a apporté des modifications, c'est quelque chose qu'on porte dans notre ADN politique, c'est quelque chose qu'on a porté devant les Français pendant la campagne, donc nous on est plutôt enclin à le voter. Très bien. Pardon, du coup le 49.3 c'est pas un outil qu'on est en train de réfléchir, de discuter, qu'on aurait dans la poche, prêt à dégainer. Mais vous constatez que la réalité politique, votre situation politique fait qu'il y a une incertitude sur votre capacité à avoir une majorité sur ce texte. Sinon on n'aurait pas ce débat. Donc quelle est la baguette magique que vous pouvez sortir pour avoir cette majorité? Comment vous allez faire en sorte d'avoir le nombre de députés nécessaires au vote jeudi? Mais Adrien Gendre, qu'on n'ait pas la majorité qui est de l'incertitude, il faut s'y habituer puisqu'on est en majorité relative. Donc de la même manière que sur le texte tel quel, celui d'avant, les énergies renouvelables par exemple, jusqu'au bout on est allé chercher des voix dans les oppositions, et en l'occurrence c'était dans l'opposition de gauche pour faire adopter le texte, et jusqu'au bout on me posait la question de est-ce que vous allez sortir le 49.3? Je disais c'est pas comme pour le budget, là on pense qu'on peut dégager une majorité, donc on n'est pas en train de se poser cette question. Mais tous les textes ne se valent pas, il n'y avait pas des millions de personnes dans la rue contre le texte énergie renouvelable, Olivier Véran, c'est ça qui crée un contexte particulier. On est au lendemain d'un vote par le Sénat, à une majorité large du texte, donc laissez-moi considérer que ce travail que nous faisons avec les parlementaires, et puis au moment de voter, il y a encore sans doute quelques parlementaires qui ne sont pas sûrs de leur choix. Y compris dans votre majorité.
Renaissance. majorité sera au rendez-vous, j'ai pas d'inquiétude. Mais vous avez des députés qui sont pas encore sûrs de leur choix. Et au moment de voter, ils vont aussi se poser la question de ces près de 2 millions de retraités qui ont des petites retraites, qui dans 6 mois, eux attendent, parce qu'on a beaucoup parlé, et les 1, ça a 2, même 3 été millions de attaqué, manifestants raillé, aussi, alors que c'est une mesure qui est positive, la mesure de la petite retraite qui est revalorisée, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de retraités qui l'attendent aujourd'hui. Vous avez été raillé parce que vous avez dit n'importe quoi. Je ne vous fais pas le reproche, je fais le constat. Il n'empêche que vous avez près de 2 millions de retraités. Pour un certain nombre d'entre eux, ils ont déjà fait leurs calculs et ils ont vu que dans 6 mois, si la loi est adoptée ou quand la loi sera adoptée, ils auront une meilleure retraite. Juste sur votre majorité, vous dites que vous n'avez pas d'inquiétude. C'est-à-dire que vous avez eu des assurances de tous les députés de la majorité qu'ils voteront ce texte. Ça veut dire que, je ne sais pas si c'est aux députés près, honnêtement, je ne peux pas vous répondre ce matin si c'est aux députés près, mais enfin ça va être, s'il nous manquait des voix, ce serait véritablement anecdotique. Et moi je pense qu'on a les conditions pour qu'il ne nous manque pas de voix, tout simplement déjà par cohérence, parce qu'on a tous fait campagne, moi y compris, sur le fait qu'on allait demander aux Français de travailler progressivement plus longtemps, et donc il n'y a pas de surprise. Et on n'est pas du tout dans un contexte qu'on a pu connaître sous d'autres mandats, où il nous manquerait 20, 30 ou 40 députés. Là vous avez tout le monde ne parle que d'une seule voix. Ils seront exclus, ceux qui ne voteraient pas. C'est une affaire de groupe politique, c'est au groupe politique à l'Assemblée de le décider, mais c'est de la même manière en fait. Vous me demandez de me projeter dans un contexte qui n'est pas le contexte que nous constatons, qui serait celui dans lequel il y aurait des problèmes. Ouvrez les yeux, parce que là quand même on est dans un contexte où c'est assez clair. Il y a des députés qui ont fait savoir clairement qu'ils ne souhaitaient pas voter votre texte. Il y a eu des députés qui ont dit publiquement qu'en l'état, ils ne se voyaient pas voter le texte, sauf si, et puis depuis, il n'y a pas eu de prise il n'y a pas eu d'expression. Donc dans votre publique, majorité, admettons, il y a le nombre où vous dites, allez, à quelques unités, ce sera anecdotique. À combien de votes pour le texte prévisible, vous risquerez au vote? Il faut une marge de combien pour que ça passe à l'Assemblée? Mais il nous faut une majorité absolue sur le texte. C'est-à-dire il nous faut la moitié du nombre de députés plus une voix. Donc il y a 575 députés qui siègent. On a une majorité à 287, quoi. Il nous faut 288 voix. S'il y a 288, vous y allez. Vous risquez au vote. Parce qu'un vote, c'est plein d'incertitudes. Vous parliez tout à l'heure du quinquennat précédent, la loi Macron à l'époque. Le ministre de l'économie promettait qu'elle passerait quelques voix près. Le président et le Premier ministre avaient considéré qu'on ne prenait pas le risque. Vous prenez le risque à combien de voix, vous? Mais en fait, le contexte était très différent, en fait. Parce que le problème dans le quinquennat Hollande, c'est qu'il nous manquait des voix dans notre propre majorité. Et donc c'était ça qui rendait les choses compliquées. Là, comme on est en majorité relative, encore une fois, pour faire adopter un texte, il faut forcément qu'on arrive à se mettre d'accord avec des oppositions. Oui, après... Je vous dis juste que constatez avec moi, Adrien Gendre, que on est en train de se poser la question de savoir si on a suffisamment convaincu de députés de l'opposition pour avoir une majorité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je vous donne le point. En l'occurrence, un parti en particulier, les Républicains. Bruno Retailleau a dit assez clairement, pour le coup, qu'il soutenait la réforme. Vous l'avez rappelé, au Sénat, il y a eu un vote majoritaire. Bon, il dit aussi, cette réforme, nous la votons parce que c'est notre réforme. Est-ce que vous considérez que la réforme qui est présentée aujourd'hui, c'est la réforme des Républicains? C'est une réforme qui est de toute façon nécessaire, en fait. Et quand vous êtes un parti de gouvernement, si, parce qu'en fait, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un parti de gouvernement et quand vous êtes à la tête de l'État? Vous prenez des décisions dans le sens de l'intérêt général et vous regardez non seulement la situation demain, mais dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. La réforme des retraites est clairement une réforme difficile à faire adopter dans notre pays, parce que c'est une réforme qui généralement s'accompagne d'une demande d'effort. Et l'effort, il est collectif, nous on fait en sorte qu'il soit juste et partagé, mais ça ne fait pas plaisir. Et si on le demande, c'est parce que si on ne fait pas cet effort, on se retrouve dans quelques années dans une situation catastrophique sur le plan budgétaire qui oblige à prendre des décisions encore plus difficiles. Mais ça, vous l'avez expliqué, et pourtant, il y a quand même des députés Les Républicains qui ne sont pas convaincus aujourd'hui. Traditionnellement, la droite de gouvernement et la gauche de gouvernement sont des partis qui, lorsqu'ils ont été au pouvoir et en demeure de prendre des décisions difficiles pour assurer la pérennité de notre modèle social, ont toujours su le faire. Alors quand on est dans l'opposition, c'est effectivement moins compliqué d'aller expliquer qu'on ne ferait pas la même chose. Je vous dis juste, Adrien Gendre, et chacun peut le constater avec moi, que si vous regardez chez nos voisins européens, que la droite ou que la gauche ait été au pouvoir au moment où il fallait prendre une réforme des retraites, l'un et l'autre. Donc vous dites à la droite réforme des retraites. Et à la gauche, je vous dis juste qu'en toute logique, mais je vais même plus loin, en toute logique, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de responsabilité. Gouverner, c'est choisir, et nous on a fait le choix du sérieux pour les Français, de ne pas alourdir la dette, et le choix de ne pas augmenter les impôts. Ça, vous dites en particulier ça pour Aurélien Pradier et ses camarades qui ont dit qu'ils ne voteraient pas la réforme chez LR, par exemple. Après, ils sont parlementaires, ils ont le droit d'exprimer les idées, etc. Je dis juste que
Vous me demandez si c'est une réforme qui est plutôt de droite, plutôt de gauche. Ils ont le droit, mais le cas échéant, ils font capoter ma votre conviction, réforme. c'est qu'on aurait un gouvernement socialiste ou un gouvernement Les Républicains, à peu près le même type de décision. Vous avez combien, en dehors de votre majorité, effectivement, parlons des oppositions, vous avez combien de votes assurés en soutien à votre réforme? Par exemple, chez les Républicains, combien de votes sont garantis? Alors, je ne vais pas vous sortir le calcul précis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des députés, dans ce type de situation, vous avez des députés qui sont incertains jusqu'à assez tard, en fait. Et donc, quelqu'un qui est incertain le dimanche, il vous dit encore qu'il est incertain le lundi. Donc, il faut qu'on puisse continuer de discuter avec eux. Ce qui va se passer en commission mixte paritaire est important aussi, Adrien Gendre. Parce que si, effectivement, vous avez 10 parlementaires sur les 14 qui disent « on a trouvé un consensus on a réussi, sénateurs et députés, majorité et opposition, à dire... » Parce que la majorité et la droite ont la majorité au sein de la commission mixte paritaire. Si c'est probable, tant mieux. Ça veut dire que vous avez, à la fin, des représentants des deux chambres, de la majorité et des oppositions qui vous disent on a trouvé un accord. Pour vous, parce que s'il n'y a pas d'accord, pour le coup, on repart pour un tour de discussion parlementaire. Donc bon courage. C'est pour ça qu'on travaille, et c'est pour ça que la Première ministre aussi nous a réunis hier, un dimanche, pour que tous les jours qui nous restent avant le vote soient des jours absolument utiles et qu'on soit au travail avec les parlementaires. Quand vous dites c'est jusqu'au dernier moment, pour bien comprendre, ça veut dire que par exemple en Conseil des ministres, vous allez prévoir la possibilité d'utiliser le 49.3 si nécessaire, et qu'en réalité la décision de l'activer se fera au tout dernier moment, juste avant le vote, en fonction de la situation à quelques minutes du scrutin? Non, je ne crois pas qu'il soit prévu de prévoir un 49.3 en Conseil des ministres. Donc vous réunirez un deuxième Conseil des ministres s'il le faut jeudi juste avant le vote. Là, vous me ramenez dans la... Non, mais j'essaie de vous me ramenez dans la question de départ. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y aura un 49.3 ? Je vous le redis, on est en train... Depuis tout à l'heure, il faut que le Conseil des ministres délibère sur le 49.3. Vous ne pouvez pas le décider comme ça. Ah, mais ça, alors hors contexte retraite, dans tout contexte de texte de loi, si vous aviez besoin de prendre une mesure spécifique pour faire adopter un texte, ça se fait en Conseil des ministres. Mais c'est pas le cas. Nous l'avons pas fait la semaine dernière. Je crois pas que ce soit prévu de le faire après-demain matin. Donc voilà. Laurent Berger, de la CFDT, vous a mis en garde. Alors, certes, il dit, une fois que la loi sera adoptée, la CFDT respecte les institutions et elle n'appellera plus à se mobiliser. Mais il dit, la responsabilité de ce qui se passera ensuite sera celle du pouvoir en place, donc vous, y compris, dit-il, le risque Rassemblement National ou le risque de violence ou de jacquerie qui pourrait se développer. Est-ce que vous voyez ce risque RN, Rassemblement National, pour demain? Non, mais ce qui est terrible avec le RN, c'est que clairement, ils n'ont pas travaillé la question de la réforme des retraites. Ils ne sont pas arrivés avec un projet ficelé en disant voilà notre contre-projet. Et pourtant tout le monde dit qu'ils risquent d'être les grands gagnants, y compris les syndicats. Parce que dans le bruit de la rue, dans le silence des urnes, dans la colère qui s'exprime, parfois, hélas, ce sont des partis d'extrême qui peuvent... Donc vous partagez cette analyse? Je ne partage pas l'analyse, parce que c'est un constat qu'il fait, ce n'est pas une analyse, mais je lui reconnais le droit évidemment de le faire. Ce que je vous dis juste, c'est que ce qu'il faut vraiment que les Français qui nous écoutent ce matin comprennent, c'est que le RN n'a pas d'offre politique sur les retraites. Ils n'ont pas voté, par exemple, la suppression des régimes spéciaux. Donc on n'a pas compris, on leur pose la question. Mais du coup, pour vous, Rassemblement National, pour vous, Marine Le Pen, on peut travailler 5 ans de moins parce qu'on est conducteur de bus à Paris et pas à Bordeaux ou à Lyon. Ça n'a aucun sens. Il peut y avoir un profit pour le RN sans que le RN ait, comme vous dites, un projet alternatif. Il ne faut pas que collectivement, on considère à chaque fois que le RN serait une forme de déversoir pour les personnes qui seraient déçues de telle ou telle politique. Parce que c'est pas ce qu'on veut dans une démocratie, que l'extrême droite l'emporte par dépit. Et encore une fois, je le dis d'autant plus que l'extrême droite n'a pas eu d'offre politique. Donc le fait de garder le silence ne fait pas de vous un concurrent sérieux ou ne fait pas de vous une force politique capable de prendre les décisions justes pour le pays. Ce qu'a montré le RN, c'est encore une fois, dans cette posture qui a été la leur, c'est que, l'incapacité à travailler sérieusement, à avoir une offre politique, et puis ensuite, c'est, écoutez, surfons sur la colère, essayons de récupérer ce qu'on pourra. Ça ne fait pas, encore une fois, une force politique capable de préparer l'avenir de nos enfants. Posez-leur la question de ce qu'ils feraient sur l'école ou sur la santé, vous ne serez pas déçus. Si on laisse de côté effectivement le 49.3, puisque vous l'avez dit, on verra ce qui se passe, il y a quand même le fait que vous avez choisi d'encadrer les débats par l'article 47.1 de la Constitution, qui a permis de limiter le temps, que vous avez utilisé le 44.3 au Sénat, qui a permis de faire un vote unique. Est-ce que c'est ça, le renouveau démocratique? C'est dans votre intitulé ministériel. Est-ce que c'est votre conception de la démocratie, de l'usage des institutions? Tout ça, c'est dans le cadre de la Constitution, c'est incontestable. Après, il y a des manières de faire vivre la démocratie. François Bayrou, hier, au grand jury, disait « la démocratie ne va pas bien », par exemple. Ok. Et donc, vous considérez que tout va bien aujourd'hui? Non, mais personne ne considère que tout va bien. Vous savez, moi, j'ai été... je l'avais dit d'ailleurs. Je voulais qu'on aille au vote à l'Assemblée nationale. Moi, je voulais que les députés puissent se compter et s'engager. Pour moi, ça, c'est important dans le chemin démocratique. L'obstruction l'a empêché. Et on l'a regretté.
Et quasiment tous les députés, si la démocratie ne va pas bien, c'est pas de notre fait. Mais c'est pas ce que je vous dis. Là, vous avez fait tout un tas de détours, et vous avez le droit de le faire, et j'ai le droit de vous répondre sur ce qui s'est passé au Sénat. Factuellement, il y a eu plus d'heures de débat au Sénat sur la réforme des retraites que sur toutes les réformes des retraites précédentes, y compris la fameuse retraite de 2010. Est-ce que pour autant notre démocratie va bien ? Est-ce qu'on a été privé de temps de débat ? Non. Bon. Ensuite, il y avait des milliers d'amendements et de sous-amendements. Et je vous fais grâce de la rédaction de certains de ces amendements, parce qu'ils clairement montraient qu'il y avait là aussi une volonté pour la NUPES de bloquer les débats. Élargissons la focale, Olivier Véran. Est-ce que pour autant, de façon générale, aujourd'hui que la démocratie va bien aujourd'hui ? Je vais faire le lien entre la question d'avant et celle-ci, pour vous répondre. Vous m'avez parlé de l'extrême droite qui pourrait monter et du fonctionnement démocratique. Pour moi, l'ennemi de l'extrême droite, l'adversaire de l'extrême droite, ce qui fait baisser l'extrême droite, c'est le lien. C'est ce qui nous unit. Et c'est ce qui fait qu'on fait corps dans la société. C'est ça qui est fondamental. Moi, je considère que le rapport des Français avec leurs institutions, qu'elles soient syndicales ou politiques, ce rapport a changé. Qu'il faut qu'on l'accueille, qu'il faut qu'on le comprenne. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on revienne à un système antérieur. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qui ont changé dans notre pays. D'ailleurs, c'est le cas dans la plupart des démocraties qui nous entourent. Toutes les vieilles démocraties, toutes les belles démocraties voient une montée de l'extrême droite, quel que soit le pouvoir en place et la politique qui est menée. Et le rapport entre les gens a changé, ce lien a changé. Ce qu'il nous faut faire, nous, comme pouvoir public, c'est tout mettre sur la table pour que ce lien entre les Français, encore une fois, dont le rapport a changé, puisse être entretenu et que ce soit un rempart contre la désillusion, la défiance, la colère et donc l'extrême droite. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement ? Par quelles mesures politiques ça passe ? Dans les mécanismes démocratiques, à l'heure à laquelle nous parlons, nous allons bientôt conclure une convention citoyenne, par exemple sur la fin de vie, que le président de la République a souhaité. La semaine dernière, j'étais avec Agnès Pannier-Runacher parce que nous avons fait une grande consultation nationale sur l'avenir du mix énergétique et derrière une question complexe en théorie, eh bien vous avez eu des dizaines de milliers de Français qui ont contribué. La Première ministre, j'y étais, a réuni un forum des jeunesses avec des centaines de jeunes qui nous ont dit ce qu'ils voulaient, etc. Donc vous dites tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'on dise les Français sont utiles. Et chaque avis compte, et chaque avis est utile, et chaque idée est précieuse pour nous. Il faut qu'on l'accueille, et il faut qu'on renforce notre capacité à retourner vers les Français pour leur dire, vous nous avez dit ça, et on va s'en servir. Les syndicats vous accusent précisément de l'inverse. Ils ont demandé à être reçus par le président de la République, qui a dit non. En substance, il leur a répondu un courrier, il n'y a pas eu de rencontre. Ils ont manifesté samedi, certes, la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement, mais en disant écoutez les Français, donnez la parole aux Français, parlez, laissez-les parler par un référendum. Comment vous comprenez que vous dites on fait des pas en direction des Français et que les syndicats, eux, se sentent précisément écartés, non considérés ? Oui, pardon, de tout temps, débattre, discuter, échanger, concerter, ça ne veut pas dire forcément tomber d'accord. Et c'est pas parce qu'il y a un désaccord que celui qui l'emporte a forcément tort. Ça, c'est le premier point. Parler du président de la République, il a invité tous les syndicats à sa table au mois de juin. La CGT n'est jamais venue. Les autres sont venus. Quand il a mis en place le Conseil national de la refondation, ça aussi, c'est un mécanisme démocratique nouveau. Alors vous le voyez, on ne le voit pas beaucoup depuis Paris sans doute, mais dans les territoires, quand vous avez des milliers d'écoles qui se réunissent, on en est à plus de 4000 écoles je crois, qui se réunissent en communauté éducative pour dire on a pour la première fois l'occasion d'innover, de penser différemment l'organisation de l'enseignement, on a des budgets qui vont avec. Comment est-ce qu'on va procéder ? C'est une vision plus girondine que jacobine, donc c'est moins visible à Paris, mais ça marche sur le terrain. Et pourquoi je vous parle du CNR ? Parce que là, Laurent Berger est venu pour la CFDT, les autres syndicats ne sont pas venus. Donc, d'autres syndicats ne sont pas venus, certains sont venus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a toujours été dans cette méthode du « avec vous », qui était la méthode prônée par le président. Les choses changent. Tout n'est pas encore visible, mais je le dis aux Français, les choses changent. Le fait est qu'il a été très absent ces dernières semaines, le président. Il a laissé le gouvernement travailler. Ça peut se défendre d'un point de vue institutionnel. Le gouvernement mène la politique. Ça peut se défendre, c'est que c'est puissamment institutionnel. Mais est-ce qu'on va le réentendre ? Quand va-t-il reparler et pour dire quoi ? Vous aurez l'occasion de réentendre le président. Quand, je ne sais pas, pour dire quoi. Ce n'est certainement pas mon rôle que de préempter ce qu'il aura à dire, mais viendra un moment, on n'en est pas là aujourd'hui. Je ne veux pas donner le sentiment ce matin aux Français qu'on aurait enjambé les retraites et qu'on serait déjà dans l'après. En revanche, vous savez ce qu'il y a déjà sur notre feuille de route, notamment en matière d'emploi. On a un texte sur le plein emploi et sur le bon emploi. C'est-à-dire que les concertations qui ont cours. Et vous parliez des syndicats qui disaient qu'ils ne veulent pas le texte. Immigration que les Républicains ne veulent pas voter pour le moment. Reconnaissez avec moi que malgré la grogne sociale, malgré le désaccord sur les retraites, il y a un truc assez historique qui s'est passé il y a 15 jours, qui est que les syndicats du patronat et des salariés se sont réunis et ont trouvé un accord sur le partage de la valeur en entreprise. Absolument. Ça veut dire qu'ils ont dit, malgré le contexte,
on prend la main qui est tendue par le gouvernement et on lui demande de faire en sorte que dès 10 salariés, à partir de 11 salariés dans les entreprises, tous les salariés plus que les partenaires avoir sociaux, plus d'argent quand les entreprises gagnent plus d'argent. Et nous, on dit OK, on va le mettre dans la loi. Petite question encore, Olivier Véran. Je disais, donc il y a la mobilisation qui va se poursuivre. Même si le texte est adopté, la CGT a dit on continuera. Il y a des mobilisations qui se poursuivent en ce moment. On a vu ces images encore ce matin dans les matins LCI, par exemple les éboueurs dans certains arrondissements de Paris, mais aussi dans d'autres villes de France. Est-ce que vous allez intervenir? Est-ce qu'il y a des réquisitions qui sont possibles ou des interventions, je ne sais pas, d'agents de l'État, de militaires pour dégager les rues, éviter les problèmes sanitaires par exemple? Alors je crois qu'il y a surtout un gros problème à Paris en matière d'éboueurs et j'ai cru comprendre que, en tout cas je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a quelques semaines la maire de Paris proposait même de payer les grévistes. Donc je veux dire, là il y a une responsabilité d'élu local. C'est pas le problème de l'État pour le coup. Déjà, quel est le message qui est envoyé par la maire de Paris? Voilà, je dirais, c'est à elle de voir ça ensuite avec les Parisiens. Sur le plan des grèves et des blocages, il y a encore des Français qui sont très perturbés aujourd'hui, puisqu'il manque encore des trains. Enfin, je crois qu'on est à 3 TGV sur 5 et 1 TER sur 2. Voilà, du point de vue des raffineries, on est extrêmement vigilant, on regarde ça. Mais réquisition ou intervention de force de l'ordre, ça reste une possibilité ou tout ça, ça appartient au passé? Tout ça est à la fois autorisé par le droit et encadré par le droit. C'est-à-dire que si vous décidiez une réquisition ou de lever un blocage, il faut que ce soit vraiment justifié et de manière imminente, sans quoi, de toute façon, la justice vous empêcherait de le faire. Donc on est très attentif. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Véran, d'avoir été notre invité ce matin.